ça y est, c'est déjà la dernière ligne droite de cette première matinale de l'année. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, nous allons faire un petit point sur les changements du 1er janvier justement, notamment dans les règles pour le crédit immobilier. Ça devrait vous intéresser si vous êtes sur le point d'acheter. Le plus de l'info du jour, il s'intéresse au dispositif hiver de Vinci Autoroute. Il fait très doux en ce début de semaine. On va le voir dans quelques instants avec la météo, mais nous ne sommes pas à l'abri de quelques gelées d'ici au retour du printemps. On fera donc le point sur les conseils à adapter sur la route. Et puis dans notre chronique projet du lundi, ce sera la première partie d'un feuilleton en 2 épisodes pour réussir à bien vendre sa campagne de financement participatif. Ce seront des conseils d'Aurélie Ripoche de Vendée Up. Mais avant tout ça, donc, on va regarder la météo. Et donc, le retour à l'école se fait un petit peu dans la grisaille quand même ce matin. Nous nous sommes levés la tête dans les nuages. Nous partons la tête dans les nuages et a priori, même la tête sous la pluie si vous êtes plutôt sur le littoral ou dans tout le sud vendéen. Avec donc ces averses qui sont prévues notamment pour toute la matinée, mais les températures sont douces, vous le voyez, 12 sur le littoral et 10 dans les terres. Cet après-midi, les pluies, au lieu de disparaître, ça aurait pu être une bonne idée, non, elles se généralisent sur l'intégralité du département, mais là encore, ce lundi est marqué par vraiment une amorce de semaine très très douce pour la saison, 12 sur le littoral et une grande partie du département, 13 du côté de Chaland, du Marais Poitevin ou encore de la Châtaigneraie. Pour les marées, à présent, la mer est toujours en train de baisser et il va y avoir un marnage assez conséquent pendant quelques jours, vous le voyez, puisque nous sommes sur les premières grandes marées de 2022, des petites grandes marées, puisqu'il n'y aura pas de coefficient supérieur à 100. La prochaine marée basse, elle, est à 11h-10 et demain, ce seront justement les plus gros coefs de la semaine. Les marchés du lundi, à présent. Alors avant de faire la petite mise à jour de ce début d'année, un petit ménage de printemps dans nos cartes de la semaine, vous le voyez comme tous les lundis, peu de rendez-vous. On va vous donner un exemple qui justement n'est pas sur la carte, c'est la foire bimensuelle d'Esnay. Ça se passe place de l'église tous les 1er et 3e lundis de chaque mois et comme nous sommes le 3 janvier, nous sommes le 1er lundi du mois de janvier. Voilà pour les infos pratiques de ce lundi. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Geneviève et on passe au journal. Et ce journal, nous le commençons avec une nouveauté qui devrait particulièrement vous intéresser si vous envisagez d'acheter un appartement ou une maison. Depuis le 1er janvier, les règles pour obtenir un crédit immobilier ont un peu changé. Elles se renforcent, notamment concernant le taux d'endettement et la durée du prêt. Ce n'était jusqu'à présent que des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, mais ce sont désormais des obligations auxquelles votre banque doit se plier. Alix Solanos. Des règles plus contraignantes pour les établissements bancaires, voilà ce que vient d'annoncer le Haut Conseil de stabilité financière en matière de crédit immobilier. Pas de grands changements, mais des recommandations qui deviennent des normes. Juridiquement plus contraignants pour les banques, avec des sanctions à la clé si elles ne respectent pas certaines règles. Elles vont être obligées de respecter les règles de 35% d'endettement. L'endettement, c'est le rapport qu'il y a entre la charge de crédit et les revenus des emprunteurs. Donc ce sera 35%. Il y aura quelques dérogations possibles, mais très très peu. Et la deuxième règle qui va également être impérative, c'est la durée des prêts, qui ne pourra absolument pas excéder 25 ans, sauf dans certains cas de construction ou gros travaux. Des exceptions demeureront, mais pour passer, les dossiers des emprunteurs devront maintenant respecter ces 2 règles et être savamment ficelés. Pour ce courtier, cela limitera peut-être certains primo-accédants, mais pas de quoi freiner le marché de l'immobilier. En 2021, je pense que les banques ont pratiquement atteint tous leurs objectifs en termes de crédit. Cette année, il y aura une demande tout aussi importante, mais les banques vont sélectionner leurs clients en fonction des critères qu'on leur impose. Ça va peut-être limiter le nombre de demandes, notamment chez les primo-accédants, parce que pour arriver à 35% de manière stricte, les banques vont peut-être demander un peu plus d'apport personnel. Et quand on est jeune, qu'on débute dans la vie, on n'a pas forcément beaucoup d'argent devant soi. Si aucune règle ne précise le niveau d'apport minimum, celui-ci sera plus que jamais un sésame indispensable pour pouvoir contracter un crédit. Alors, si vous avez un projet immobilier cette année, il faudra particulièrement bien préparer votre dossier, ne pas s'engager sur des mensualités de crédit dépassant 35% de vos revenus mensuels et s'endetter sur 25 ans maximum.
Et il n'y a pas que ces règles d'obtention d'un prêt immobilier qui changent avec la nouvelle année. Entrée en vigueur du bouclier tarifaire pour les énergies, nouveau forfait Passion Urgence ou encore fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes dans les grandes surfaces vont désormais aussi faire partie de notre quotidien. Alix Solanos poursuit donc son point sur les nouveautés 2022. Commençons par ces mesures qui concernent directement notre pouvoir d'achat avec la revalorisation du SMIC qui augmente de 0,9%, soit 14 € bruts par mois. Un salarié aux 35 heures gagnera donc 1 603 € bruts, soit 1 269 € net, une augmentation automatique liée à l'inflation. Les retraites, elles, augmenteront d'1,1% dans la quasi-totalité des domaines, à l'exception des avocats. Et puis la taxe d'habitation continuera d'être allégée en 2022, avant sa suppression totale en 2023. Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement déploie son bouclier tarifaire. La hausse des tarifs réglementés de l'électricité sera ainsi limitée à 4%. Et puis, pour le prix du gaz qui n'a cessé d'augmenter en 2021, le gouvernement propose un gel du tarif réglementé jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans le domaine de la santé, c'est l'apparition du nouveau forfait Passion Urgence. Jusqu'à maintenant, quand vous vous rendiez à l'hôpital aux urgences sans être hospitalisé par la suite, 20% du montant restait à votre charge. C'est ce qu'on appelait le ticket modérateur, un ticket au montant variable en fonction des soins réalisés. Et bien dorénavant, un montant fixe de 18 € environ sera demandé aux patients qui ne seront pas hospitalisés suite à leur passage aux urgences. Une somme remboursable par la mutuelle, la complémentaire santé ou l'aide médicale d'État. Dans la santé également, la contraception sera gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans contre 18 ans aujourd'hui. Et puis côté environnement, les véhicules neufs de plus de 1800 kg feront l'objet d'une taxe supplémentaire de 10 € par kilo. Une mesure qui vise à lutter contre le fort taux d'émission de CO2 de ces véhicules. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, les fruits et légumes vendus dans le commerce ne pourront plus l'être sous emballage plastique. À noter que cela ne concerne pas les fruits et légumes déjà transformés, donc épluchés ou coupés. Et puis les produits non alimentaires invendus ne pourront plus être jetés ou incinérés, ils devront être donnés ou recyclés. Enfin, les fournisseurs d'accès Internet et opérateurs mobiles devront communiquer à leurs abonnés leurs émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation. Une information qui pourra sensibiliser à l'impact de la consommation numérique sur l'environnement et le climat. Au chapitre de la lutte contre la Covid-19, cette rentrée de janvier est également marquée par un nouveau protocole sanitaire. Parmi les annonces faites la semaine dernière, il y a notamment le retour des jauges à partir de ce lundi. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur, ce qui est valable donc notamment pour les événements culturels et sportifs. Les concerts debout sont de nouveau interdits, tout comme la consommation au comptoir dans les cafés et les bars. Le télétravail est rendu obligatoire 3 jours minimum par semaine partout où cela est possible, évidemment. Enfin, le port du masque est également rendu obligatoire à tous les enfants à partir de 6 ans dans tous les lieux qui reçoivent du public en intérieur comme en extérieur. Un mot sur le front de l'emploi à présent, avec les perspectives d'embauche qui sont également toujours nombreuses pour le département. Les secteurs qui recrutent en Vendée sont sensiblement les mêmes d'une année sur l'autre. Écoutez. Le domaine industriel, évidemment, le domaine agroalimentaire, forcément, peu importe que le contexte sanitaire, c'est un domaine qui recrute toujours et qui produit toujours. Les gens ont forcément besoin toujours de se nourrir. Et puis, le domaine du bâtiment a toujours aussi des besoins en personnel. Le TP va être un petit peu plus calme sur le début d'année, mais reprendra sur mars-avril. On connaît Sainte-Florence pour avoir accueilli, entre autres, le célèbre peintre Gaston Chessac. Un musée lui est même consacré. Eh bien, cet espace accueille aujourd'hui les œuvres d'un autre peintre, ami de Gaston Chessac d'ailleurs. Il s'agit d'Eugène Chailloux, une vocation qui s'est révélée sur le tard, vous allez voir, mais qui est plutôt prolifique puisque le Vendéen a légué 1300 œuvres à l'établissement pour qu'elles soient exposées. Cyril Guillet. Dès qu'il le peut, Eugène Chailloux prend son crayon et ses pinceaux pour coucher sur le papier son inspiration du moment. Une pratique qu'il a développée assez tardivement. J'ai commencé à dessiner, j'avais 80 ans. Avant, je m'occupais de beaucoup d'associations. J'étais responsable de Tout Cœur, de Cœur et Santé. Et quand j'ai abandonné, disons que j'ai fait une petite dépression. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à peindre. Je me suis souvenu de mon ami Chessac qui venait me voir régulièrement quand je fabriquais du mobilier tubulaire.
À l'époque, à l'atelier, il venait me voir régulièrement pour récupérer du papier, peindre dessus. Et je me suis souvenu qu'un certain jour, je lui ai dit « Dis donc Gaston, quand je serai à la retraite, je continuerai ton œuvre. » À 91 ans, il tient toujours sa promesse. Chaque jour, il réalise au moins une peinture, une production riche et singulière, difficilement classable. C'est du dessin déjanté d'ailleurs, on m'appelle mon Picasso déjanté. Je sais ça que c'était Picasso en sabot. Voilà, et je continue à peindre tous les jours. Les thématiques qu'il aborde dans ses œuvres sont vastes et le plus souvent inspirées du monde qui l'entoure. Je peins à la couleur de mon esprit, des bonhommes et des bonnes femmes que je retrouve sur des journaux, des trucs, des publicités, qui me donnent des idées de peindre. Voilà, vous voyez où je les prends mes dessins? Voilà. Je récupère, puis j'en sors quelque chose. Ou des fois à la télé, je vois quelque chose à la télé qui me plaît. J'essaie de m'en souvenir. Je fais un petit croquis en regardant la télé et après je peins. Si depuis quelque temps sa production est en baisse, il a tout de même accumulé au fil des années plus de 1300 œuvres. Des peintures qu'il a léguées à l'espace Gaston Chessac des Essarts en Bocage et qui trouvent ici un écho tout particulier. On a ici un exemple d'un artiste qui reflète la personnalité, sa personnalité dans ses œuvres. Puisque quand on connaît Eugène Chailloux, on s'aperçoit qu'il a un caractère très bienveillant, facétieux et une joie de vivre assez quand même étonnante. Afin de présenter le travail d'Eugène Chailloux au grand public, chaque année 2 expositions temporaires devraient être mises en place. À terme, une exposition permanente pourrait aussi voir le jour. 50 œuvres sont donc actuellement visibles dans la salle du conseil municipal de la commune. La fin de l'exposition, ce sera le 28 janvier. Nous terminons ce journal avec un mot de sport et c'en est fini de la Coupe de France pour toutes les équipes vendéennes. On parle football évidemment. La dernière encore en lice ce week-end, c'était la Roche VF qui se déplaçait à Versailles. Eh bien, les Lyonnais, qui sont leaders en National 3, n'ont pas pu faire grand-chose face à l'équipe versaillaise de National 2. Score final 4-0 pour Versailles. Et puis le reste des résultats, ce sera évidemment dans 85 chronos avec Aurélien Huard juste après le journal de 12h30. Voilà pour les infos de ce lundi. On va passer maintenant à la Minute Positive, une Minute Positive qui nous plonge dans l'univers non pas de la peinture, mais de la photo cette fois-ci. C'est l'heure de la Minute Positive avec Kia Littoral Vendée Automobile, Challans, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Le photographe a tiré le portrait d'une trentaine de personnages de l'île, parmi lesquels le charpentier de marine Henri Gendron, Michel Adrien, le marin entrepreneur, Daniel Lobignat, ardent défenseur des cabines de plage, ou bien encore Marcel Coutelot. Marcel Coutelot, qui est un ostréiculteur, je le connais depuis toujours et tout le monde le connaît à Noirmoutier. On l'a connu quand il avait 15 ans, 16 ans, qui mettait un peu la pagaille dans les balles, etc. Mais surtout, il a une histoire tragique, puisqu'il a eu son bras gauche coupé par un filin à l'âge de 14 ans, quand il était matelot, quand il était mousse. Et donc, il s'est reconverti dans les huîtres. Alors, c'est un personnage... tout le monde l'aime pas forcément. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est controversé parce que il fait des bagarres. Il continue à faire des bagarres avec la seule main qui lui reste. Mais c'est sa façon de vivre. Il a un grand cœur, en fait. Leur point commun, c'est qu'ils ont du relief. Comme Jean-René Baudin dit Hercule, grand imprécateur et écologiste avant l'heure, ils sont même hors normes pour le photographe Maurice Rougemont. Ce sont des personnages d'une autre époque souvent, qui ont un certain âge, et qui ont vécu, qui sont pas passés dans la moulinette de la normalisation, qui représentent un temps ancien où ils ont connu plus de liberté et où il y avait plus de personnalités fortes qui s'exprimaient. Ici, l'académicien Jean-Marie Rouard, qui passa une partie de son enfance sur l'île de Noirmoutier, un peu plus loin, au fond du couloir, Marcel Corbejeau. Elle est née dans les années 30 et elle a toute une histoire. Là, vous voyez qu'elle porte la quichenotte. Sa grande bonté qui, j'espère, apparaît dans son sourire. Elle a eu toute sa vie.
Ils font partie de l'identité de l'île. Maurice Rougemont a su les révéler à la lumière de son objectif. Et il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. On est ensemble encore pour un petit quart d'heure. On va revenir sur l'actu avec la reprise pour beaucoup d'entre nous ce matin. Et même si les températures sont très douces ce début de semaine, on l'a vu tout à l'heure dans la météo, eh bien les risques de route glissantes ne sont pas exclus d'ici au retour du printemps. On va donc s'intéresser au dispositif hiver qui est mis en place par Vinci Autoroute. La viabilité hivernale, elle part de la période du 15 novembre au 15 mars. C'est une période lors de laquelle on mobilise énormément de moyens pour agir sur les risques de neige, les risques de verglas. On mobilise sur le réseau, là c'est un réseau de 192 km sur Maine-et-Loire et de manière plus générale sur Pays de Loire. Un réseau qui est à la fois partagé entre ASF et Cofiroute avec un réseau maillé autour d'Angers. Et on mobilise, aujourd'hui on peut mobiliser 123 salariés de manière simultanée et puis 60 camions, que ce soit des camions internes, Vinci Autoroute, ou même des camions externes pour lesquels qui peuvent être mobilisés sur le district, qu'on équipe de saleuses et de lames pour intervenir sur le tracé. Pour faire face, on peut agir de deux manières sur le réseau autoroutier. On peut agir déjà en préventif, donc en amont d'événements météorologiques hivernaux. Pour ça consiste en fait à faire partir des camions sur le tracé autoroutier pour venir saler l'autoroute et éviter le risque de verglas, le risque de congélation des chaussées. Ou alors on peut agir en curatif. Curatif, c'est quoi? C'est le fait de venir pousser de la neige ou racler du verglas suivant les événements météorologiques qu'on peut rencontrer. Alors, le dispositif, effectivement, nécessite de se préparer bien en amont. On commence dès l'été, en réalité, que ce soit par l'aspect de formation de notre personnel, des entreprises extérieures aussi, mais aussi la préparation de tout notre matériel. Donc, on peut dire finalement qu'on se prépare 6 mois avant le démarrage de la période hivernale pour, une fois arrivé à ce moment-là, donc à la période du 15 mars, pouvoir tout mobiliser et être prêt. Les risques, c'est les risques de glisser, de créer un accident, de se mettre en danger. On le dit, on le répète aussi, quand on a des interventions et quand on a des camions en intervention sur le réseau autoroutier, on le voit puisqu'il y a le feu bleu, le feu éclat bleu qui est visible. Il ne faut surtout pas doubler les camions en intervention pour justement ne pas se mettre en risque et ne pas risquer un accident. L'enjeu principal de Vinci Autoroute sur la période hivernale, c'est d'assurer la sécurité des clients, donc par le fait d'agir sur l'autoroute et de traiter les chaussées, mais aussi par tout un rôle de communication. On utilise beaucoup de canaux de communication, que ce soit les réseaux sociaux, le fil Twitter, l'application Ulysse ou Vinci Autoroute, pour prévenir les clients, les inciter à bien préparer leur trajet et surtout ne pas se mettre en risque. Et si effectivement on constate qu'il y a un risque à prendre la route, on conseille aussi de différer son départ. Et ce sont des conseils que vous allez pouvoir retrouver dans la rubrique actu de tvvendée.fr. Place au projet. Et oui, puisque ça y est, c'est la deuxième partie de saison pour notre chronique projet qu'on a lancée en septembre dernier. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer une vidéo de 2 minutes que vous faites de votre côté pour présenter à l'ensemble des téléspectateurs de la matinale qui sont de plus en plus nombreux votre projet et en quoi nous pouvons surtout tous vous aider. Très souvent, l'idée est là, mais l'écueil, vous allez l'entendre, c'est justement de penser que ça suffit, alors que vous allez voir que non. Une fois que l'idée est trouvée, même si elle est très bonne, il faut savoir en parler. Non, effectivement, c'est pas parce qu'on va lancer un projet sur une campagne de crowdfunding telle qu'elle soit que tout le monde va le voir. Bien au contraire. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de plateformes, il y a plein de communication sur les réseaux, de nos projets, etc. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'être visible et de rendre visible cette envie et ce besoin de se faire financer. Donc pour ça, effectivement, on invite nos porteurs de projets à vraiment faire une communication autour de ça. Donc par exemple
des communiqués de presse. Donc, on va les inviter à solliciter les médias pour faire part de leurs projets. Donc, comme TV Vendée, mais comme des médias radio, comme des médias locaux, avec les journaux, la presse, etc. On va vraiment les inviter à contacter le maximum de médias pour pouvoir parler de ce projet, le rendre encore plus crédible et ensuite aller parler de ce projet le plus possible autour d'eux, dans des soirées réseau, dans des soirées de rencontres, dans des journées à thème par rapport à leur projet, des salons, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'ils en parlent un maximum de ce projet-là parce que il va falloir faire savoir ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire et qu'on a besoin d'aide pour ça. Et vous pouvez donc passer par des plateformes comme Vendée Up, mais aussi par cette chronique de la matinale, le projet tous les lundis pour mettre toutes les chances de votre côté et d'essayer de rameuter le plus de monde derrière vous. Des conseils d'Aurélie à retrouver là encore sur notre site internet dans la rubrique matinale. Place à l'extrait du jour. On s'approche de 9h, ça devient compliqué d'articuler. Alors l'extrait du jour sur TV Vendée, il s'intéresse aux passionnés puisqu'on est lundi avec Grégoire de Châtillon. Grégoire qui est allé à la rencontre des boulistes de Mouilleron-le-Captif cette semaine. La pluie, le brouillard ou encore la canicule, ça c'est pas pour maintenant, c'est pour dans quelques semaines. Vous allez voir que rien ne les arrête pour jouer ensemble. Alors je vais jeter le bouchon, donc, et puis tu vas pointer. Ouais. Donc tu vas essayer de le mettre la boule la plus près possible du bouchon ou du cochonnet comme tu veux. Je vous rappelle que nous sommes au club de Mouilleron-le-Captif, peut-être l'un des plus conviviales de Vendée. Voilà. Donc là, on a le droit entre 6 et 10 mètres. C'est-à-dire que là, j'ai environ 7 mètres 50, 8 mètres, donc c'est bien, quoi. C'est l'expérience qui va parler, je crois. Oh là là, mais t'es un pro, là. Oh, le Grégoire. C'est le sol, là, qui est déformé. Bon. Ce qui est appréciable à la pétanque, c'est ça, c'est à la fois ce mélange de jeu, d'adresse, mais aussi de réflexion. De réflexion, oui, parce que est-ce qu'on tire, est-ce qu'il vaut mieux placer, est-ce qu'il faut mieux venir dans la boule de devant, pousser l'autre, il y a toujours un truc. Là, je vais me faire plaisir, je vais essayer d'en tirer une. Mais bon, c'est pas dit que je l'ai. D'ailleurs, la preuve. Bon, maintenant, il vaut mieux placer, parce qu'après, ils ont des boules derrière. Il y a tout un vocabulaire, François, autour de la pétanque. Oui. C'est-à-dire que là, tant que le point n'est pas repris, on continue à jouer, nous. Mais évidemment, on perd des boules. Et c'est pour ça qu'ils se marrent à côté, là. Mais bon. Là, tu vois, j'ai avancé ta boule, mais c'est pas assez. Disons-le, la pétanque, c'est un sport. Alors c'est un sport. C'est un sport et loisir aussi, tu vois. Oui, mais c'est quand même. Oui, d'ailleurs, ça devrait passer. Je comprends pas pourquoi ça passe pas aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Je crois que la fédération, ils ont essayé. Oui, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas fonctionné pour Paris 2024, en tout cas. Sport ou loisir, la pétanque, ce sera la prochaine discussion devant la machine à café. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale. On va passer maintenant au rappel des titres avec ce lundi 3 janvier qui marque la rentrée. Pour beaucoup d'entre nous, rentrée et son lot de nouveautés, outre les nouvelles mesures qui sont liées évidemment à la crise sanitaire. Il faut également noter la fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes dans les rayons des supermarchés, l'apparition du nouveau forfait urgence ou encore la contraception qui est rendue gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Parmi les nouveautés, il y a aussi les règles d'obtention du crédit immobilier qui changent un petit peu, des préconisations du Haut Conseil de stabilité financière rendues désormais obligatoires, un taux d'endettement qui ne dépassera pas les 35% de revenus mensuels et un prêt qui ne pourra excéder 25 ans. Et puis on va terminer avec ces images de Gaston Chessac, en tout cas son ami, puisqu'on le connaît, Gaston Chessac à Sainte-Florence, mais voici Eugène Chailloux, c'est un ami, Gaston Chessac, qui s'est mis à la peinture à 80 ans et qui est plutôt prolifique depuis, en 4 ans. Le Vendéen a légué 1300 œuvres à la commune. Il est 8h55 tout juste sur le plateau de la matinale. On passe au jeu.
avec une question qui va nous permettre de parler patrimoine cette semaine. Patrimoine et Stéphane Bern, ça va souvent dans la même phrase, vous l'avez sans doute remarqué. Alors, dans le cadre de la mission Bern, quel est le projet 2022 qui a été choisi pour représenter la Vendée par la Fondation du patrimoine? Qu'est-ce qui va représenter la Vendée au sein de la Fondation du patrimoine pour l'année 2022 dans le cadre de la mission Bern? Indice du jour, ne cherchez pas sur le continent. Et ici, ce sont des images du projet 2021, c'est juste pour illustrer. Non, on vous parle du projet 2022. Ne cherchez pas sur le continent. À la clé, le retour de Vendée Challant Basket avec 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour la saison régulière de l'équipe de N1 masculine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bon lundi à tous et à demain.